Jean-Guy Wano, vous êtes traducteur, vous avez rencontré à plusieurs reprises Nelson Mandela, 2 reprises essentiellement, dont une un petit peu longue. Qu'est-ce que ce personnage du XXe siècle a dégagé pour vous comme impression? D'abord, moi j'étais prévenu parce que j'avais écrit son autobiographie, donc je connaissais sa vie, etc. Et puis en plus, quand je l'ai vu, j'ai été très impressionné d'abord parce qu'il a une tête au moins de plus que moi, qui suis quand même assez grand, je fais 1m80, mais lui il doit faire plus d'1m90. Et puis il y a cette espèce de sentiment. Alors c'est vrai qu'il était en France, reçu comme un chef d'État, sans doute que c'était la fin de la matinée, il devait aller manger avec le président de la République après, ou autre chose comme ça. Et au début, j'ai commencé à lui parler, à lui dire des choses, que j'ai écrit une biographie, tout ça. Puis j'ai vu que ça ne l'intéressait pas vraiment, quoi. Et alors, pour attirer son attention, je lui ai dit, et je suis allé à Kunu et à Mkekezweni, qui sont les 2 villages où il a passé son enfance et son adolescence. Et là, alors, le nom du village d'enfance, dans le Palais de Chaillot à Paris, tout d'un coup, il m'a regardé comme ça, il m'a donné une grande claque sur l'épaule. Et puis il y a un contact là qui s'est établi, quoi, parce qu'on avait été dans des lieux qui pour lui sont des lieux sacrés. D'ailleurs, il a été enterré à Kunu. Alors, vous êtes très familier de l'Afrique du Sud, vous avez traduit un certain nombre d'ouvrages sud-africains. Qu'est-ce qui se dégage finalement de la vie de Nelson Mandela, dont vous avez écrit la biographie? Ce qui se dégage, c'est la première chose, c'est la certitude que la situation de l'apartheid en particulier, qui commence en 1948, cette situation ne peut pas durer, n'a pas d'avenir. Et d'ailleurs, l'évolution de l'histoire, dans les années 50 et puis 60, avec la décolonisation de l'Afrique en particulier, lui donne raison. Simplement, en 64, il est condamné à la prison à vie, et donc il est stoppé un peu dans son élan. Mais j'ai envie de dire un truc. En 64, dans son procès, la dernière phrase de son procès, alors qu'on s'attendait à ce qu'il soit pendu, c'est j'ai toujours été contre l'oppression des Noirs par les Blancs et des Blancs par les Noirs, et c'est un idéal pour lequel je suis prêt à sacrifier ma vie. Et son avocat lui a dit non, non, tu peux pas dire ça, tu les autorises à vous pendre. Alors il a dit, et c'est un idéal pour lequel, si nécessaire, je suis prêt à mourir. Et en 90, quand il sort de prison, il monte au balcon de l'hôtel de ville du Cap, il fait un discours qui commence par la dernière phrase de son discours d'homme libre lors de son procès. Comme s'il disait, bon, où est-ce qu'on s'en était arrêté? On reprend les choses là où on s'était arrêté. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. Et aucun mot de vengeance, simplement la volonté de sortir politiquement par le haut de cette situation. Alors une partie de sa vie a été marquée par la non-violence. On peut d'ailleurs penser que la présence de Gandhi dans ses débuts d'avocat en Afrique du Sud n'a peut-être pas été étranger à cette tradition, et elle se termine de la même façon avec la commission Vérité Réconciliation. Alors on a beaucoup vu l'évêque Desmond Tutu, l'évêque anglican. Est-ce qu'on peut dire que Mandela a eu une part aussi importante dans cette commission? Oui, parce que c'est une proposition de Desmond Tutu, et Mandela a vu là l'occasion d'une sorte, je ne sais pas comment dire, où on allait tout mettre sur la table. Les bourreaux, noirs et blancs d'ailleurs, ceux qui avaient posé des bombes et qui avaient tué une famille d'Afrikaner, et puis les flics qui avaient torturé et battu à mort des gens, nombreux, que tous ces gens, s'ils acceptaient de dire la vérité, on leur pardonnerait. Et cette idée du pardon, alors c'est un peuple extrêmement religieux, très chrétien, avec différentes tendances du christianisme, mais cette idée du pardon est très profondément inclus dans le christianisme, comme on sait, et ça a joué un rôle. À la fin, il y a eu beaucoup d'amertume aussi parce qu'il y avait des indemnités qui n'ont pas été versées, etc. Mais on a eu quand même l'occasion, à un moment donné, de dire ce qu'on avait sur le cœur, en quelque sorte. Quand on voit, et c'est ma dernière question, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud, avec effectivement un pouvoir noir, mais un creusement des inégalités, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de l'héritage de Nelson Mandela ? Alors l'héritage de Nelson Mandela, il est essentiellement politique et je dirais même constitutionnel. L'Afrique du Sud, il y avait 4 provinces et ils les ont redéfinies
Il y en a 9. Ils ont cassé le côté terrestre de l'apartheid. Ils ont organisé un système à l'américaine avec, c'est pas des États, c'est des provinces, mais avec des gouverneurs, des congrès de chaque province. Et puis une constitution qui est une des plus démocratiques du monde. Et ça c'était les bases institutionnelles sur lesquelles l'Afrique du Sud pourrait se reconstruire. Si Mandela, en arrivant en 90, avait dit « je nationalise les mines d'or », l'Afrique du Sud serait dans une catastrophe économique et certainement sociale et militaire épouvantable. C'est un pays normal avec des injustices profondes, avec quand même des progrès insuffisants, ça ne va pas assez vite, mais le grand rôle de Mandela, c'est d'avoir permis au peuple d'Afrique du Sud d'échapper à un bain de sang et une guerre civile terrible.